la rétrospective de la semaine. C'est un bilan jugé chaotique que l'opposition politique fait de la gestion du pouvoir par le Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP et ses alliés. Faisant cas des attaques terroristes auxquelles le pays fait face, l'opposition dénonce un échec des autorités à assurer la sécurité des populations. Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition politique. Depuis janvier 2016, notre pays vit au rythme d'attaques terroristes de plus en plus meurtrières. Débutée au nord, la violence terroriste s'est ensuite déportée à l'est et s'étend aujourd'hui sur le reste du territoire national jusqu'au cœur même de la capitale. C'est l'échec le plus grave du pouvoir du MPP et de ses alliés. L'opposition dénonce également une crise dans le domaine judiciaire qui se traduit par une instrumentalisation de l'institution. Parmi les institutions en crise dans notre pays, la justice est celle dont la situation préoccupe au plus haut point. Au mai du MPP, notre justice est devenue un instrument de persécution des adversaires et de conclusion des deals politiques. Zéphirin Diabré et ses camarades disent par ailleurs noter une remise en cause des libertés individuelles et collectives par le parti au pouvoir. Incapable d'instaurer un véritable dialogue social avec les syndicats, toute chose qui nous vaut un nombre record de grèves, le MPP et ses alliés ont commencé à s'en prendre à leur liberté, en interdisant leur sitting, en tentant de les discréditer auprès de la population et en créant des syndicats jaunes à leur dévotion. Ils enchaînent maintenant avec les acteurs de la société civile, qu'ils interpellent avec des armadas guerrières à la Rambo. La politisation de l'administration, la cherté de la vie et la crise du logement sont également d'autres points qui ont été décriés par l'opposition. Ainsi, pour manifester son mécontentement, celle-ci prévoit une journée nationale de protestation le 29 septembre prochain. Cette journée va être marquée par une marche suivie d'un meeting à la place de la nation de Ouagadougou. Après 2 jours d'examen de sa vie interne, le syndicat des travailleurs de l'action sociale SYNTAS, en plus des acquis qu'il note, retient qu'il y a des insuffisances à corriger. Ces insuffisances sont entre autres la question de discipline de certaines structures de base, l'attentisme de certains travailleurs. Juste Koumara Lorovana, le secrétaire général du SYNTAS, note également que leur plateforme revendicative n'a connu aucune avancée. Le constat est amer à ce sujet. La plateforme a été transmise aux autorités du département, mais le constat du mépris affiché vis-à-vis de son examen sérieux est flagrant. Véritablement, aucune avancée significative n'a été enregistrée dans la satisfaction de la plateforme revendicative. Pour corriger ces insuffisances, la soixantaine de conseillers venus de 9 coordinations régionales ont pris cet acte, dont une motion de condamnation des suspensions et affectations au ministère en charge de la solidarité nationale. À propos de la situation nationale, un appel a été formulé à l'endroit des militants et du peuple en général à poursuivre la lutte pour un changement véritable en leur faveur. Le Conseil a aussi instruit le Bureau national du SYNTAS de travailler au renforcement de l'orientation révolutionnaire de lutte de classe du SYNTAS, de travailler méthodiquement à redynamiser toutes les structures du SYNTAS, identifier la formation syndicale des membres du SYNTAS, renforcer le partenariat avec les structures sœurs dans le cadre de l'unité d'action syndicale, de travailler à réaliser l'autonomie du SYNTAS. Le secrétaire général du SYNTAS a souligné que la mobilisation et la détermination des travailleurs a permis de relever le niveau politique des militants du SYNTAS. Il a par ailleurs laissé entendre qu'en tant que syndicat révolutionnaire de lutte de classe, l'organisation syndicale qu'il dirige se positionnera aux côtés du peuple burkinabé pour faire face à ce qu'il qualifie de déferlante répressive du pouvoir MPP. Les différentes luttes menées par les populations dans les localités du Burkina font objet de criminalisation et de répression. Ainsi soutenait l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ lors de son camp jeunesse 2018. C'est ce que confirment les campeurs à l'instar de Fadoul Sissé, membre de l'ODJ de la province de Yaga. J'ai été vraiment victime de ces menaces. En février 2012, on a été réprimés et arrêtés. Puis mes camarades ont été réprimés dans une nuit en février 2012 et après moi je n'étais pas là, je suis revenu et j'ai été en tout cas arrêté avec 2 autres de ces manifestants là et on nous a envoyés à Dori, enfermés, on a été condamnés nous 2 à 24 mois ferme. Je pense qu'on a fait cette prison-là, on a fini. Dans la région de l'Est, précisément à Matiakwali, c'est la spoliation des terres dénoncée par les populations qui sont réprimées, selon les témoignages du président de la sous-section ODJ, Issouf Tombiano. Dans Matiakwali, nous avons rencontré beaucoup de problèmes, mais ce que je peux citer, c'est le problème concernant la terre, c'est-à-dire les champs et nos habitations.
je peux dire l'État a voulu retirer la terre, les champs, les habitations, c'est-à-dire notre maison. Donc, on a demandé de nous expliquer pourquoi vous voulez prendre le champ. Et puis de nous dire quitter dans la ville dont nous sommes nés là-bas, nos pères, nos grands-pères, nos ancêtres sont là. L'État n'a rien répondu. Il ne fait que de venir nous chercher seulement, de frapper avec les CRS, de nous frapper, d'arrêter beaucoup de gens enfermés à Fada. Du côté de la cité des Cavaliers Rouges, c'est la restriction totale des libertés d'association et d'expression qui est dénoncée par les campeurs. Ils en veulent pour preuve une descente de la police nationale lors d'une de leurs conférences. Désiré Yamiogo. Je prends tout récemment au niveau du secteur 5, à travers le comité ODG, qui à chaque année a son programme d'activité. Et le programme d'activité, notamment de 2018, là, inscrit une conférence publique. Il faut dire que le jour notamment de la tenue de cette conférence publique là, on a reçu la visite de la police en tenue de situation, c'est-à-dire qu'elle était là pour nous réprimer. Mais maintenant, bon, puisqu'il fallait trouver quand même des petites failles là pour pouvoir opérer leur ambition. Arrivé, elle a fait venir 2 éléments. Donc, on a répondu clairement, c'est le début. Ils ont demandé à prendre les images de la banderole. Ils sont venus surtout clandestines. Voilà, vous pouvez prendre. Et ils ont pris. Et c'est suite à ça que les interpellations. Cette répression n'a pas épargné les cotoculteurs de la Boucoute de Mouhoun avec le boycott de la campagne cotonnière suite à la crise qui oppose les cotoculteurs à la Sofitex. Ils ont appelé les CRS, ils vont nous gazer. Non, c'est pas la peine, nous on fait coton, c'est pas forcé. Moi personnellement même, je suis parmi ceux qui ont donné les noms là. Et face à cette situation, les cotoculteurs n'entendent pas baisser les bras selon le président de l'ODJ de la section. Pour lui, la production de coton est conditionnée par la prise en compte des préoccupations des cotoculteurs. Beaucoup de monde là, il n'y a pas de coton. S'ils n'ont pas donné les crédits, les intrants qu'on a pris, donc ils n'ont pas remboursé ça, il n'y a pas de coton. Les unions aussi, on ne veut pas l'union. Nous, on souhaite que le gouvernement n'a qu'à voir clairement pour que donner des syndicats aux producteurs, n'a qu'à donner des bons intrants aux producteurs de coton pour qu'on les avance. Parce que nous, on n'a pas refusé pour faire coton. Mais on veut que les frères là, n'a qu'à voir ça clairement pour que tout le monde gagne dedans. C'est gagnant-gagnant. Mais les prix de coton aussi, on a dit, c'est pas 500 là, on fait pas coton. Au regard de toutes ces formes de répression auxquelles font face les populations, elles n'ont qu'une seule alternative selon Brahima Diabaté du TUI. En se battant d'un point de vue organisation de masse, mais en se disant aussi que ce qui peut permettre un changement de fond sur leurs conditions de vie misérables et exécrables à l'ère actuelle là, c'est un changement politique. Une délégation des corps locaux venus prendre part au camp ont également affirmé faire face à ces répressions et aussi font l'objet d'interpellations, de menaces, d'arrestations arbitraires selon le président de la délégation Mohamed Bari. Vendredi 7 septembre, nous sommes dans les locaux de l'École nationale de l'enseignement primaire de Tinkodogo. Des campeurs enfermés dans une salle sont en répétition d'une pièce de théâtre. Selon la responsable de cette troupe, cette initiative de l'ODG leur permettra non seulement de renforcer les liens entre campeurs, mais également leur permettra de se perfectionner dans le théâtre. À Laïla Yilboudo. Le théâtre, je peux dire que c'est le brassage des ethnies. Donc dans le théâtre, il y a des trucs que toi tu fais pour faire éveiller. C'est l'éveil de la conscience. C'est ce que moi je dis, ce que moi je vois concernant le théâtre. Donc on n'a pas de moniteur, on n'a pas de formateur. Mais avec nous, on va se concerter, on va se donner le meilleur de nous-mêmes pour que ça réussisse. À quelques dizaines de mètres de cette salle, environ une soixantaine de personnes, assis tels des élèves en séance de cours, suivent attentivement une projection. Et ce sont les campeurs qui se forment en aviculture. Corentin Koulibaly se réjouit déjà de ce qu'il a appris. On a appris comment faire pour avoir un bon rendement sur l'aviculture. On nous a montré comment entretenir les poussins jusqu'à l'âge adulte. Montrer comment, au début même d'abord, c'est comment faire les maisons. Donc on a appris plein de choses dedans. En face de ces derniers, à quelques pas, une dizaine de campeurs, également assis comme des élèves, suivent attentivement un cours en connaissance technique des intrants agricoles. Ousmane Koulibaly, lui, en une séance déjà, affirme avoir appris beaucoup de choses. D'abord, dans la formation au niveau des semences, j'ai compris que nous étions tous étonnés de comprendre, de voir certaines choses que nous-mêmes on ne savait pas. Et ensuite, l'utilisation des engrais et les compositions des engrais a fait que réellement, il n'y a rien à dire.
tout est propre et on a compris, on a assez appris dans cette formation. Du côté est de cette salle, à environ une centaine de mètres, sous un hangar, une dizaine de campeurs observent attentivement Stéphane Bationo confectionner des chaussures. C'est des chaussures fabriquées à base de plusieurs matières, combinaison de matières. Juste des perles, du thon, du plaquage, du filet de pêche. Le filet de pêche sert à tricoter les perles, donc sert à former la chaussure. Et le plaquage sert à faire la semelle. Maintenant, on utilise de la colle 99 pour coller les chaussures. En face de ces apprenants, des campeurs, environ une soixantaine, reçoivent un cours en technique de secourisme en cas de danger. Lankwande David, un participant, explique ce qu'il a appris. Déjà, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est les premières prises en charge devant les urgences. Donc, c'est-à-dire d'un accident ou bien des catastrophes comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire premièrement pour sauver la personne avant de la conduire dans un centre de formation sanitaire comme ça. Donc, déjà, par exemple, s'il y a un accident comme ça, il y a plusieurs catégories, ce qu'on appelle des dangers contrôlables et des dangers non contrôlables. En plus de ces ateliers de formation, des nuits culturelles sont organisées toutes les soirées, permettent aux campeurs d'exprimer leurs talents en chant et en danse. La rétrospective de la semaine. 94 postes de sang récoltés, c'est le bilan de l'activité de don de sang organisée par l'Organisation démocratique de la jeunesse ODESI à l'intention du Centre régional de transfusion sanguine de Fadam-Gourma. Selon la directrice de cette structure, ce bilan est satisfaisant même si elle espérait plus. Aïssa Tamboura. Le bilan est positif. C'est vrai qu'on s'attendait à plus de poches, et étant donné qu'ils sont au nombre de 500 jeunes, on s'attendait à avoir au moins 150 ou 200 poches. Et vu la période également, on a pu avoir 94 poches. Je pense que c'est déjà bon pour nos malades. Pour les organisateurs, cette activité répond à un besoin de sauver des malades qui souffrent du manque de liquide précieux en ces périodes. Mohamed Traoré, vice-président de l'ODJ. Nous savons le Burkina est un pays sous-développé et mal nourri parce que c'est une nation de famine. Évidemment, le problème des sang doit se poser et nous savons que nous n'avons pas d'autre moyen pour sauver nos vies que de donner nos sangs aux malades. Et c'est pourquoi, tant une organisation de conscientisation, de sensibilisation, il est bien que nous faisons comprendre aux militants que ce que nous avons à l'heure actuelle pour donner à nos petits frères et nos enfants, c'est le sang. Et comme ça ne se vend pas, il va falloir obligatoirement donner ce sang-là pour sauver des vies. La directrice du Centre régional de transfusion sanguine de Fadam-Gourma, tout en remerciant l'ODESI pour son geste, a invité l'ensemble de la population à imiter cet exemple, car selon elle, le besoin en sang avoisine 350 postes par semaine dans cette localité. « 649, c'est le nombre d'établissements privés non reconnus par l'État. Ces établissements ont été détectés par des missions du ministère en charge de l'éducation nationale qui ont sillonné les 13 régions du Burkina du 23 juillet au 4 août 2018. 226 de ces établissements seront purement et simplement fermés selon le ministre en charge de l'éducation nationale Stanislas Ouaro car ils posent des problèmes, pour la plupart même des problèmes de sécurité, aussi bien des élèves qui y sont, mais que des enseignants qui y fréquentent. Et puis la qualité du personnel, etc., l'exiguïté, etc. ne permettent pas, donc ces conditions-là, à ces établissements-là de former des gens dans des conditions normales. Donc ces établissements-là ferment. Et ces promoteurs-là avaient été informés dès le 24 juillet. Et pour ce faire, le ministre en charge de l'éducation compte travailler avec les forces de l'ordre pour que le processus de fermeture soit effectif. Les autres établissements, eux, bénéficient d'un sursis de 6 mois pour se conformer au cahier de charges. Dans le cas contraire, ces établissements vont cesser de fonctionner, a indiqué Stanislas Ouaro. Ceux pour lesquels on a donné un délai de 6 mois, ils peuvent ouvrir, ils peuvent recruter, ils peuvent fonctionner. Même si après les 6 mois, ils n'ont pas déposé le dossier, on ne va pas fermer, ils vont terminer l'année. Mais après la fin de l'année, ils vont fermer. Mais nous pensons que ce délai-là est suffisant pour leur permettre de réunir toutes les conditions qui sont pour la plupart déjà réunies pour pouvoir avoir les différents documents leur permettant donc de fonctionner. Le ministère en charge de l'éducation nationale entend publier dans les jours à venir une liste des établissements non reconnus et irrécupérables. Stanislas Ouaro invite donc les parents d'élèves à consulter la liste avant d'inscrire leurs enfants afin d'éviter tout désagrément. La
La rétrospective de la semaine. De ces faits marquant la situation nationale et qui préoccupe, le MBDHP note les attaques terroristes qui ont causé au cours du seul mois d'août 2018 la mort de 18 personnes, dont 8 militaires, 5 gendarmes, 3 civils, un agent de police et un agent de douane. La structure de défense et de promotion des droits humains estime que la multiplication des attaques et leur extension à diverses parties du territoire national montre clairement l'incapacité du gouvernement à garantir aux populations le droit à la sécurité, qui pourtant constitue un droit fondamental et un préalable indispensable à tout développement économique et social, relève le MBDHP. Et le mouvement d'interpeller le gouvernement à trouver des voies et moyens adéquats pour sortir le pays de l'impasse. Mais en attendant, la montée de l'insécurité et la psychose qui l'entraîne donne lieu à des bavures policières, note le mouvement qui cite les tirs à balles réelles d'un agent de police sur un tricycle à Bobo-Dioulasso, blessant une passagère en mi-août 2018, et le cas survenu 2 semaines plus tard à Ouagadougou, où un jeune homme a aussi été blessé par balle par des éléments de la police nationale au motif que la victime et son compagnon auraient tenté de forcer un périmètre de sécurité. Outre les attaques et les bavures, le MBDHP revient sur l'interpellation de Safiatou Lopez par les éléments de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale USIGN. Une interpellation qui, selon le mouvement, s'est faite après une mobilisation de forces et de moyens militaires rarement vus pour pareille mission, tels le bouclage de zones, l'usage de drones, fermeture de commerce et déploiement de près d'une dizaine de véhicules d'intervention. Même l'opération antiterroriste menée par l'USIGN à Rayongo le 22 mai 2018 n'avait pas donné lieu à un déploiement de tels moyens, relève le MBDHP. Le mouvement estime que de telles méthodes d'interpellation aux allures guerrières mettent en péril les libertés individuelles et collectives et violent les règles procédurales concernant la présomption d'innocence et les droits de la défense, chose qui pourrait compromettre la contribution des populations à la lutte contre le terrorisme, pourtant utile et nécessaire, précise-t-il. Ainsi, soucieux d'une meilleure protection des droits humains au Burkina, le MBDHP dit condamner les attaques récurrentes et les bavures policières, appelle le gouvernement à assurer l'effectivité du droit à la sécurité et recommande aux forces de défense et de sécurité le professionnalisme dans le strict respect des règles de l'état de droit. Le MBDHP appelle également les autorités politiques et judiciaires au respect de la présomption d'innocence et des droits de la défense dans la procédure en cours contre Safiatou Lopez. Docteur Moussa Diallo, bonjour. Bonjour. Plusieurs localités du Burkina continuent de faire l'objet d'attaques terroristes qui endeuillent toujours des familles. Quelle lecture faites-vous de cette recrudescence des attaques? Il faut dire que la situation sécuritaire au Burkina Faso, depuis le départ du défunt régime de Blaise Compaoré, montre d'une certaine manière que le régime décide même que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, le régime du MPP allié, sont en partie responsables de ce qui nous arrive. Pourquoi nous le disons ? Parce que vous n'ignorez pas qu'à un moment donné, les responsables de l'Azawad, ceux qui ont attaqué le nord du Mali, se pavanaient ici au Burkina Faso et bénéficiaient de toutes les attentions de nos autorités. Et c'est en quelque sorte un retour du bâton qui nous assaille aujourd'hui et nous devrons rester lucides pour pouvoir analyser froidement les tenants et les aboutissants de ces attaques. Je le dis, c'est d'autant plus que les dinosaures du régime MPP actuel ont été les mêmes dinosaures du régime Compaoré aussi. Donc on ne peut pas faire le procès du régime Compaoré et oublier que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont joué un grand rôle dans ce qui s'est passé sous Blaise Compaoré et ce qui nous arrive aujourd'hui. Par rapport à la situation sécuritaire, une lettre du directeur régional de la police de l'Est adressée à sa hiérarchie et relative à la situation sécuritaire de la Kompienga a été rendue publique grâce aux réseaux sociaux. Vous avez certainement vu le contenu de la lettre. Est-ce du nouveau pour vous? Non, ce n'est pas du nouveau. Ça a commencé comme ça dans le nord et nous avons tergiversé jusqu'à ce qu'on perde plus ou moins le nord et ça a commencé dans l'est aussi. On va venir, mais a priori, on constate que des décisions courageuses ne sont pas prises pour anticiper. Et je pense que le contenu de la lettre, justement, interpelle à ce titre-là.
Il faut savoir anticiper parce que si on laisse les forces de l'ordre de la région avec les moyens précaires qu'ils ont pour pouvoir faire face à ces attaques-là, ce serait regrettable qu'on en arrive à la situation du Nord. De nombreux maux dont la misère, le manque d'emploi, la corruption, le népotisme minent toujours la société burkinabé près de 3 ans après l'arrivée au pouvoir du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Quelle analyse faites-vous d'une telle situation? Je pense que ce qui nous arrive, c'est ce qui était prévisible depuis l'insurrection populaire et la récupération de cette insurrection d'abord par les militaires, puis le RSP. Parce que nous avions dit à l'époque que l'insurrection a été l'œuvre des masses populaires et il fallait laisser aller jusqu'à son terme. Mais les forces politiques officielles de l'époque ont pensé toutes ensemble qu'il fallait mettre fin à cette insurrection. Et je me souviens du premier communiqué que le CEFAP a voulu faire, qui disait aux manifestants plus ou moins de se retirer des rues. Ce qu'ils attendaient, c'est que Blaise Compaoré retire le projet de loi de modification de l'article 37. Alors que ça avait été déjà fait même. Après cela, nous avons vu le 2 notamment, la répression qui s'est abattue sur ceux qui voulaient poursuivre la lutte pour que le pouvoir ne soit pas récupéré par l'armée. Aujourd'hui, après une transition plus ou moins chaotique, nous en sommes arrivés à un régime élu qui peine à donner ses marques. Mais cela ne devrait pas nous surprendre. Comme je l'ai dit, ce sont les mêmes qui ont servi avec tout le zèle qu'on leur connaît, le régime Compaoré. Donc ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour servir Compaoré. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire mieux que ça. Il est de bon ton d'entendre souvent dire que quand on est serviteur, on est plus zélé. Autrement dit, quand vous servez quelqu'un d'autre, vous attendez de lui des avantages, vous donnez tout le meilleur de vous-même. Même si vous devriez vous servir vous-même, vous ne pouvez pas aussi être zélé que quand vous servez quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui leur arrive. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, toute leur intelligence politique là, ils l'ont utilisé pour servir Blaise Compaoré. Aujourd'hui, ce ne sont que des redites. Vous voyez qu'ils tournent en rond, ils ne peuvent pas faire mieux. La répression qui a commencé sous Compaoré, ils ont repris ça et maintenant même c'est, je dirais, en grandeur nature. Vous avez parlé de népotisme. Regardez les dénonciations. Chaque jour qu'il y a des concours dans la fonction publique, on dit qu'il y a eu des tricheries par là, des tricheries par-ci. Des gens qui placent leurs cousins, leurs femmes, leurs enfants, que sais-je encore, dans des postes qui devraient faire l'objet de compétition entre les citoyens burkinabés. Donc ça, c'est ce qu'ils savaient faire sous Blaise Compaoré. Et maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils ne peuvent que répéter ce qu'ils savent faire le mieux. Alors justement, par rapport à cette situation, l'opposition prévoit une journée de protestation pour dénoncer ce qu'elle qualifie de gestion chaotique du pays par le pouvoir MPP. Pour vous, est-ce une activité qui tombe à point nommé ou c'est le calendrier politique qui l'exige? Je pense qu'à ce sujet, il faut reconnaître le droit à l'opposition d'organiser ses activités en toute indépendance. C'est l'opposition qui devrait choisir le moment qu'il trouve opportun pour mener ses activités. Et c'est pour ça que je pense que je ne saurais, à la place de l'opposition, dire que c'est opportun ou pas. Mais le fond de votre question, qui est de savoir si c'est par opportunisme politique ou bien vraiment nous sommes dans une période où cette activité devrait être menée, je pense que depuis l'arrivée au pouvoir du régime de Roch Marc Christian Kaboré, la première chose qui a été demandée au mouvement syndical à l'époque, je m'en souviens, c'était la trêve sociale. Mais vous avez suivi, il n'y a jamais eu cette trêve sociale parce que justement, leur comportement ne permet pas d'observer une trêve sociale. Tout ce qu'ils posent comme acte aujourd'hui ne rassure pas les Burkinabés. C'est pour ça que autant le CEFAP organise des activités de protestation contre cette gestion chaotique, les syndicats, depuis le début, n'ont fait que dénoncer justement cette gestion chaotique. Je pense que dans la même logique de dénonciation de cette gestion chaotique, le collectif syndical CETB et puis la coordination des syndicats de la fonction publique organisent une rencontre nationale le 8 septembre 2018 à l'ATB pour se pencher notamment sur l'analyse des objectifs et des résultats de la conférence nationale des forces vives sur la réforme du système de rémunération des agents publics de l'État. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est justement la question de la remise en cause des libertés démocratiques et syndicales. Tout cela se fait parce que, en un laps de temps, ce système est en train de se fasciser. Les attaques contre les libertés syndicales, avec l'interdiction des sit-ins, maintenant ce sont des arrestations tout azimut avec le prétexte que ce sont des individus qui cherchent à déstabiliser le régime. Je ne voudrais pas épiloguer sur cette question, mais ce que nous constatons seulement, c'est que dans la forme, il y a un problème. Si on pense que des gens veulent déstabiliser le régime, si on les arrête, on devrait pouvoir
au bout d'un certain temps, les juger. Nous avons vu le cas de Barry, ça n'a pas été le cas. Nous avons vu le cas de Naïm, une opinion sur la toile. On dit que c'est une tentative de démoraliser les forces de défense et de sécurité. Nous avons vu dernièrement avec le cas de Safiatou Lopez, l'armada qu'ils ont utilisée pour arrêter Lopez. Si c'était dans l'est du pays, tout le monde aurait applaudi. Et je crois que c'est l'ensemble de cette gestion chaotique, justement, peut justifier que l'opposition politique puisse appeler ses militants dans la rue. De même que nous, syndicats, nous avons toujours appelé nos militants à se battre contre cette gestion chaotique, comme nous l'avons dit, gabégique et puis démagogique du régime de Roch-Marc Christian Kaboré et de ses alliés. Docteur Moussa Diallo, merci. Je vous remercie. Les attaques terroristes sur le sol du Burkina ne faiblissent pas. Elles se signalent toujours dans de nombreuses localités du pays, tendant à couvrir tout le territoire avec une intensité jamais égalée. Après plusieurs localités de la région du Sahel, ce sont celles de l'Est qui sont désormais tristement vedettes en termes d'attaques terroristes enregistrées. Pama, Gaïri, Kabonga, Natiabouani, Nasungu, Nadiagou sont quelques noms de localités sous le feu de l'ennemi. Très longtemps, la communication gouvernementale laissait croire qu'après chaque attaque terroriste, un ratissage s'enchaînait dans la localité concernée, même si aucune suite n'était donnée. Mais la supercherie des autorités est désormais mise à nu. La lettre du directeur régional de la police nationale de l'Est adressée à sa hiérarchie et faisant le point de la situation sécuritaire dans la province de la Kompianga en dit long. L'auteur y décrit une situation sécuritaire très critique au point que même les éléments des forces de défense et de sécurité n'ont plus le moral haut, à comprendre qu'une bonne partie de l'Est n'est plus sous contrôle. Et pourtant, le gouvernement se disait bien informé de la situation. À propos des hommes armés dans les forêts de l'Est, le ministre de la Sécurité Clément Sawadogo affirmait sur Radio Omega en mars 2018 que leur présence ne les surprenait pas et que leur mouvement était suivi. Nous pouvons vous dire avec exactitude combien de gens se sont réfugiés dans la forêt, avait-il confié. Ainsi, depuis mars 2018, l'on sait bien qu'il y a des assaillants dans les forêts. On suit leur mouvement, mais on n'est pas à mesure de les débusquer. Quoi de plus normal que ces terroristes gagnent du terrain, comme le confirme la lettre du directeur régional de la police. Comment comprendre qu'au lendemain d'une opération contre des nids mafieux, c'est une série d'attaques qui assaillent la même zone, n'est-ce pas les preuves pour ceux qui en doutaient encore que contrairement à ce qu'elles disent, nos autorités n'ont pas encore commencé à terroriser les terroristes. Elles n'ont pas encore pris le taureau par les cornes, tout comme l'enfer promis aux terroristes tarde encore à voir le jour. D'emblée, nous sommes tentés de penser que les autorités préfèrent gagner la bataille de la communication que de prendre des mesures vigoureuses et courageuses contre l'hydre terroristes. De leur côté, les populations se demandent toujours jusqu'à quand le sang, les larmes, les sueurs vont sécher de couler. Ce n'est certainement pas pour demain. Les autorités ne diront pas le contraire. Elles qui ont déjà avancé que la lutte qui nous oppose aux forces du mal sera peut-être longue, pénible et qu'elle nous coûtera encore du sang, de la sueur, des larmes, des nuits sans sommeil et des journées de soupirs. N'est-ce pas là une preuve que les autorités savent suffisamment sur ce qui nous arrive? Oui, elles savent bien que nous sommes en train de payer le prix fort des connexions criminelles entretenues avec des acteurs de la crise malienne sous le régime Compaoré. Nos autorités en savent parce que bon nombre des ténors de l'époque sont aujourd'hui les tenants du pouvoir actuel. Ces derniers ne sont pas étrangers des liaisons dangereuses établies et qui nous coûtent très cher, voire en vies humaines depuis 2015. Les populations vont-elles continuer à observer passivement cette descente aux enfers jour après jour? Évidemment que non, à moins que les autorités ne prennent enfin leurs responsabilités et passent véritablement à l'action.